Bienvenue dans Passé Présent, votre émission d'histoire présentée par Philippe Conrad. Bonjour Philippe. Bonjour Catherine. Qu'avons-nous au programme aujourd'hui? Alors, au programme aujourd'hui, en cette année du centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale, nous allons faire une place importante à l'événement, puisque dans une première partie, j'évoquerai le limogeage des généraux à l'été 1914. Vous nous entraînerez beaucoup plus loin dans le temps au cours de votre rubrique La petite histoire dans la grande, puisque vous nous raconterez la découverte en 1953 du célèbre vase de Vix. Et enfin, dans la troisième partie de l'émission, nos téléspectateurs pourront retrouver Frédéric Lemoal, spécialiste de l'histoire des Balkans, de la Serbie, avec lequel nous nous entretiendrons de l'attentat de Sarajevo. Bien sûr. Et donc là, nous restons en 1914. Voilà. Avec le limogeage de certains généraux. Avec cet événement, cet épisode assez surprenant qui a été ensuite pas mal oublié parce que tout cela a été dissipé par la victoire de la Marne au début du mois de septembre. Mais dès les tout premiers jours de la guerre, elle a été déclarée le 3 août, eh bien on constate la mise à l'écart au sein du haut commandement de responsables de tout premier ordre, de tout premier plan. Le détachement d'armée d'Alsace s'est avancé dans le sud de l'Alsace dès les premiers jours de la guerre, jusqu'à Altkirch, jusqu'à Mulhouse même. Et puis Mulhouse a été prise. Les Français évidemment voyaient déjà la revanche se dessiner. Et puis il faut bien dire que les choses tournent mal. Les contre-attaques allemandes obligent les Français à se replier le 9 août de Mulhouse. Et dès le 12 août, le général Bonneau, qui commande le 7e corps d'armée de la première armée du général Dubail qui tenait le front des Vosges, eh bien le général Bonneau est remercié, il est mis à l'écart. Mais ce n'est qu'un début, puisque entre le 12 août et le 8 septembre, alors que nous sommes en pleine bataille de la Marne, alors que se sont déroulées les batailles des frontières, que s'est déroulée la retraite justement vers le sud-est, eh bien vous avez 2 commandants d'armée sur 6 qui sont remerciés, les généraux Lanzac à la 5e armée, Ruffet à la 3e armée, 9 commandants de corps d'armée, 33 commandants de division d'infanterie, le général Sordet, commandant d'un des 2 corps de cavalerie, de nombreux généraux de brigade. Et parmi ceux qu'on va appeler les limogés, nous avons évoqué Lanzac ou Ruffet, mais on peut évoquer le général Dubail lui-même, commandant la première armée, le général Pau, commandant le détachement d'armée d'Alsace, le général Archinard, un camarade de promotion de Joffre, qui était un des héros du Soudan, n'est-ce pas, au moment de la conquête du Soudan, qui est lui aussi remercié. Là, nous sommes donc dans les toutes premières semaines de la guerre, mais le phénomène va se confirmer ensuite, puisque si l'on pousse jusqu'au 31 décembre 1914, ce ne sont pas moins de 165 généraux qui sont relevés, à peu près la moitié des officiers généraux engagés dans la guerre. 3 commandants d'armée, 24 de corps d'armée, 10 généraux d'état-major, 71 généraux de division, 46 généraux de brigade, 10 commandants de place forte. C'est une épuration d'une ampleur tout à fait considérable, justifiée par les défaillances que l'on attribue aux intéressés, des intéressés qui vont se retrouver assignés dans le chef-lieu de la 12e région militaire, c'est-à-dire Limoges. D'où l'expression de limogé ou de limogeage qui s'est imposée par la suite. Pourquoi Limoges? Parce que le pouvoir politique ne voulait surtout pas que des généraux mis à l'écart demeurent sur Paris au risque de, jouant de leur réseau du côté des parlementaires, des hommes politiques, de la presse, de venir mettre en cause la sanction dont ils avaient été l'objet. Et ce qui valait pour Paris valait aussi pour Bordeaux, où le gouvernement s'est replié à la veille de la bataille de la Marne, ou pour une grande ville comme Toulouse par exemple. Donc c'est Limoges, qui a accueilli les limogés. Le phénomène est donc d'une ampleur extraordinaire. Au cours de la guerre, certains chefs seront mis à l'écart, on les connaît, parmi les plus célèbres, Nivelle par exemple, après l'échec de l'offensive du chemin des Dames en 1917, ou Sarail, écarté de son commandement en Orient. Mais là, en 1914, c'est une véritable épuration à laquelle on assiste.
Et alors, dans quel contexte cette épuration? Alors, le contexte peut expliquer la fébrilité du commandement et du pouvoir politique. En effet, il faut rappeler ce qui s'est passé au mois d'août et jusque dans les premiers jours de septembre, et constater l'échec complet du plan 17 qui avait été imaginé par les chefs militaires français à la veille du conflit. Il faut rappeler, le plan 17, il y avait eu 17 plans. Il y en avait eu 16 avant. 16 avant. Il y en avait eu 16 avant depuis 1871. Ah oui, voilà. Et ils avaient été régulièrement remplacés, affinés, etc. Mais le 17 était pas le plan 17 terrible. était un plan qui privilégiait l'offensive, qui, dès le début du conflit, au lieu de retenir la stratégie défensive qui avait été mise en avant jusqu'en 1912 par le général Michel, qui est écarté à ce moment-là, eh bien le plan 17 lui privilégiait l'offensive parce que c'était un petit peu, nous y reviendrons tout à l'heure, la doctrine dominante dans les états-majors à l'époque. Et cet échec du plan 17, il est complet, donc parce que la bataille des frontières a très mal tourné. On a évoqué tout à l'heure les échecs subis en Alsace, mais à peu près dans la même région. Quelques jours plus tard, à partir autour du 20 août notamment, la deuxième armée du général de Castelnau s'engage comme prévu dans la zone qui s'étend entre Metz et les Vosges, la zone qu'on appelle la région des étangs de Lorraine, avec un 20e corps du général Foch qui pousse très loin en avant en direction de Morange. On espère arriver à s'emparer de Sarrebourg ainsi. Et là aussi, les contre-attaques ennemies très vite obligent à un repli précipité. Et il faudra toute l'énergie, la lucidité du général de Castelnau pour réussir à maintenir le front dans ce secteur de Lorraine en s'accrochant au Grand Couronné au-dessus de Nancy et en cassant l'offensive ennemie dans la trouée de Charmes. Donc du côté de la Lorraine, ça s'est mal passé. On voit bien aussi que dans la région de Verdun, dans la région des Hauts-de-Meuse, il faut vraiment toute l'énergie des commandements locaux pour réussir à sauver les forts des Hauts-de-Meuse et à sauver la Hernée de Verdun, ce qui sera évidemment très important pour la suite. À la 4e armée du général Langle de Carie, qui doit s'engager dans l'Ardenne belge pour venir se jeter dans le flanc des armées allemandes qui sont en train de marcher vers l'ouest. Alors là, c'est un peu la catastrophe. C'est là que se déroulent les combats de Rossignol, de Bertrix, des combats extrêmement meurtriers. Là, aujourd'hui, on évoque souvent ces journées qui ont compté parmi les plus meurtrières de la guerre, avec plus de 20 000 tués dans les combats qui sont livrés à ce moment-là. On avait simplement complètement sous-estimé l'ampleur des forces engagées par les Allemands dans cette invasion de la Belgique, puisque les Allemands engageaient leur division de réserve en même temps que leur division d'actifs, ce qui n'avait pas été anticipé. Donc une sorte de rouleau compresseur. Voilà. Et donc la bataille des frontières s'était mal passée. Tout à fait à l'ouest, le général Lorzac, avec sa 5e armée, s'était retrouvé à hauteur de la frontière belge dans un rapport de force à 1 contre 3. Et il avait réussi à se dégager. Ce sont les combats livrés autour de Charleroi. Ensuite, c'est le début de la retraite avec les combats de Guise et du Cateau qui permettent finalement à l'aile gauche française de retraiter en bon ordre, ce qui était déjà pas mal. Mais dans l'ensemble, donc, on le voit, les premiers jours de la guerre, ça se passe plutôt très mal. Et l'opinion publique découvre ça à la fin du mois d'août, quand le communiqué, un soir, annonce que de la Somme aux Vosges, le combat continue. Les Français connaissaient la géographie à l'époque. De la Somme aux Vosges, ça veut dire que les Allemands avaient pénétré déjà de manière très significative en territoire français. Donc c'est un petit peu dans ce contexte-là qu'il faut replacer cette épuration générale du haut commandement militaire français, avec un ministre de la guerre, il faut le dire aussi, Messimy, Adolphe Messimy, qui est aussi un officier de réserve, qui repartira d'ailleurs prendre le commandement d'un bataillon de chasseurs peu de temps après. Messimy qui se prend un peu pour le Lazare Carnot de 1793-94. Donc à l'époque, sous la Révolution, on guillotinait les généraux vaincus. Certains en ont fait l'expérience, les Houchard, les Biron, etc.
etc. Oui, Bon, bah là, il est un petit peu dans cet état d'esprit. Alors, donc, ça explique aussi, pour une part, ce phénomène tout de même tout à fait surprenant. On vient d'entrer dans la guerre et en l'espace de quelques mois, on se débarrasse de la moitié du commandement. Donc, ce sont les raisons de cette épuration. Alors, ou y a-t-il autre chose derrière? Alors, les raisons de cette épuration, on s'est posé la question très vite à l'issue de la guerre. Évidemment, pendant la guerre, tout cela est resté discret, bien sûr. On n'allait pas étaler tout ça devant l'opinion publique. Est-ce qu'ils avaient vraiment démérité? Mais alors, ça dépend. Ça dépend. On va essayer de cerner un petit peu le problème. Dès la fin de la guerre, certains vont s'interroger. Un certain général Regnault, qui avait été dans les épurés, dans les limogés, dès 1919, va publier un ouvrage intitulé « Les officiers généraux limogés ». L'expression s'impose à l'époque. Alors lui, il trouve une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Il met en cause les attaches maçonniques du général Joffre, du commandant en chef. C'est pas exclu. On aurait, en quelque sorte, sélectionné les chefs sur la base de leurs engagements idéologiques ou confessionnels, etc. En 1933, Paul Allard, qui s'était déjà rendu célèbre avec des ouvrages à succès intitulés « Les secrets du grand quartier général », publie un petit essai intitulé « L'oreille fendue », sur lequel il revient aussi sur ces événements. Dans les années 60, on a un livre qui réhabilite complètement le général Lanzac, commandant de la 5e armée, qui a été écarté au profit de Franchet-des-Prés à la veille de la bataille de la Marne. En 80, on a vraiment l'ouvrage de référence sur la question du colonel Rocoll, « L'hécatombe des généraux ». Le titre rend bien compte du phénomène. Et tout récemment, Rémy Porte, qui est un de nos meilleurs spécialistes de la Première Guerre mondiale, a publié dans ses secrets de la Grande Guerre un chapitre tout à fait éclairant également sur la question. Alors il y a eu sans doute des insuffisances réelles qui se sont révélées à l'occasion de la campagne. Certains chefs étaient âgés, n'avaient aucune expérience de la guerre finalement. Oui. Quelques-uns avaient fait la guerre de 70. Castelnau, par exemple, avait fait la guerre de 70 parmi les grands chefs, les plus vieux. En dehors des troupes qui avaient participé à la conquête de l'Empire, dans le cadre de guerres qui n'avaient rien à voir avec la guerre à grande échelle déclenchée en 1914, il y a cette question évidemment de la, des dispositions des chefs en question, des capacités à faire campagne dans les conditions, il faut le dire, très, très difficiles, conditions de mouvement, de rapidité. On voit comment s'organise la retraite, où il faut imaginer une combinaison maîtrisée entre l'action de l'infanterie et l'action de l'artillerie. On est dans des manœuvres interarmes qui sont quand même complexes et un petit peu nouvelles. On s'était intéressé à tout ça seulement à l'occasion des grandes manœuvres au cours des décennies précédentes. Mais il y a peut-être d'autres raisons. Oui, est-ce qu'on pense tout de suite à l'affaire des fiches, qui a déjà quoi, une dizaine d'années 1904, l'affaire des fiches, c'est un scandale qui éclate à l'époque du ministère Combes. Oui. Émile Combes, le petit père Combes, anticlérical de choc, qui, en liaison avec le Grand Orient de France et avec ses ministres, le général André, ministre de la Guerre, et Camille Pelletan, ministre de la Marine, avait engagé, mise en œuvre une épuration à grande échelle du commandement afin de mettre de côté, en termes de promotion et d'accès aux responsabilités, les officiers jugés catholiques, suspectés à partir de là d'une hostilité à la République telle que la concevaient les radicaux alors au pouvoir. Alors cette affaire-là avait été révélée en 1904, c'est un député de Neuilly, Jean Guyot de Villeneuve, qui avait révélé en quelque sorte le poteau rose. Le petit père Combes avait vu son ministère chuté en 1904, mais les choses ont quand même continué plus ou moins dans le même esprit au cours des années suivantes, même si c'était de manière un peu moins caricaturale. Et dans son affaire des fiches publiée en 1989, François Vindy affirme que cela se paya au début de la guerre et que cela peut expliquer en partie les mécomptes que connaît l'armée française durant ces premières semaines du conflit, c'est-à-dire qu'on a poussé des gens qui n'avaient pas forcément
ayant les capacités nécessaires, qui n'étaient pas les gens les plus talentueux pour faire face à la situation. Alors en même temps, cette explication est un petit peu remise en cause parce que, à l'inverse, au début de la guerre, alors que nous avons un gouvernement qui est très à gauche, qui a été élu au printemps 1914, enfin une majorité, qui a été élue au printemps 1914 sur le thème du retour à la loi de 2 ans. C'est une majorité radicale socialiste que nous avons à l'Assemblée. Eh bien, dans les premières semaines de la guerre, ou les premiers mois de la guerre, on constate des avancements absolument spectaculaires, foudroyants même, peut-on dire, et notamment ceux de 19 officiers supérieurs ou généraux qui franchissent en 5 mois 2 grades. Quel est leur secret à cela? D'abord, je donne quelques exemples. Général de Mauduit, général de division, il finira l'année comme général d'armée. Général d'Urbal, général de brigade, qui finira l'année comme général d'armée, lui aussi. Donc, c'est rapide. Voilà. Les généraux de Mitry, de Montdésir, de Villaret, qui vont passer de brigadier à généraux de corps d'armée, donc 2 grades en 5 mois. Sur les 19 officiers supérieurs aux généraux ainsi concernés, il y en a 14 qui avaient des rapports défavorables à l'époque de l'affaire des fiches, qui avaient l'éloge contre eux, en gros. Et notamment parmi eux, il y en a un évidemment célèbre, c'est le colonel Pétain, qui s'était vu en 1914 engagé, n'est-ce pas, à prendre sa retraite. Si la guerre n'avait pas éclaté, il aurait quitté son 33e régiment d'infanterie d'Arras pour aller bénéficier d'une retraite bien heureuse, méritée. Or, Pétain, on le sait, va avoir une ascension fulgurante puisqu'il est colonel au moment où la guerre se déclenche. On lui confie une brigade tout de suite et puis général de brigade, il passe ensuite général de division et à la fin de l'année, il sera général de corps d'armée. Il sera général de corps d'armée dès la fin de 1914. Donc une promotion spectaculaire pour celui qui avait répondu aux enquêteurs venus le solliciter à l'époque de l'affaire des fiches et qui lui demandaient quels sont vos subordonnés, vos officiers qui vont à la messe. Il avait répondu j'en sais rien parce que je suis toujours au premier rang. Alors, je ne me retourne pas. Je ne sais pas qui est derrière moi. Voilà. Donc on le voit, cette explication est sans doute un petit peu courte. Pas su. Alors actuellement, quelles sont les dernières interprétations de ce phénomène? On peut l'interpréter effectivement différemment. Je me réfère là surtout au général Bach, qui est l'un des meilleurs connaisseurs de l'armée française de cette époque, qui est un historien tout à fait remarquable. C'est celui qui a réalisé les ouvrages consacrés à la justice militaire au début de la guerre de 1914. Il va nous livrer sans doute dans les années qui viennent, je pense, l'ouvrage à peu près définitif sur les mutineries de 17. Eh bien, le général Bach pense qu'il faut compter avec l'influence qu'ont exercée au grand quartier général ceux qu'on appelle les jeunes Turcs. Alors, qui sont-ils ces jeunes Turcs? Ce sont des jeunes officiers brevetés de l'école de guerre, généralement sortis dans la botte, n'est-ce pas, dans les premiers, très, très sûrs d'eux, qui ont beaucoup suivi l'enseignement de Foch à l'école de guerre, qui était un enseignement de type très napoléonien, donnant la priorité à l'offensive. Ils ont été tout à fait hostiles, ces jeunes Turcs, au général Michel, qui prévoyait une défensive dans la profondeur du territoire français à la veille de 1914. Michel va être écarté en 1912. Et ces jeunes Turcs qui sont tout à fait attachés au règlement de combat, de tactique d'infanterie, qui ont été publiés en 1884 et surtout en 1913 et qui témoignent d'une mystique de l'offensive que l'on retrouve dans le plan 17. Celui qui résume, qui incarne un petit peu tout ça, c'est le fameux colonel de Grand-Maison qui, au cours d'une conférence qui a marqué, a exprimé ce que devait être, selon lui, la doctrine de l'armée dans ce domaine. Je vous cite simplement quelques passages, ils sont très révélateurs. Pour vaincre, il faut rompre par la force le dispositif de combat de l'adversaire. Cette rupture exige des attaques poussées jusqu'au bout, sans arrière-pensée. Elle ne peut
être obtenu qu'au prix de sacrifices sanglants. Le succès revient non pas à celui qui a le moins de pertes, mais à celui dont la volonté est la plus ferme. Pour l'exécutant, l'attaque est toujours menée avec la résolution d'aborder l'ennemi à l'arme blanche et de le détruire. Seul le mouvement en avant, poussé jusqu'au corps à corps, est décisif et irrésistible. La tâche qui incombe à l'infanterie ne peut être remplie qu'au prix d'efforts prolongés et souvent renouvelés, d'une énorme dépense d'énergie physique et morale et de sacrifices sanglants. L'assaut, c'est-à-dire l'abortage à l'arme blanche, peut seul dénouer la crise. Voilà en gros quelle était la doctrine officielle. Donc c'est l'attaque à coups d'homme que dénonçaient d'ailleurs Pétain, Lorzac, Castelnau, Fayolle. J'ai envie de rappeler attaquons comme la Lune. Voilà, c'est ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Philippe. La première partie. Et donc, pour préciser, les gens du GQG auraient profité des échecs de la bataille des frontières pour écarter tous ceux qui étaient hostiles à leur stratégie offensive, qui avait pourtant montré cruellement ses limites au cours des premiers jours de la guerre. Et Zou à Limoges. Merci Philippe. On se retrouve tout de suite. Je vous emmène dans le nord de la Bourgogne en 1953, un matin glacial de janvier 1953, où un agriculteur qui s'appelle Maurice Moisson et qui est, on va dire, un ouvrier agricole qui n'est pas extrêmement cultivé, mais qui s'intéresse un petit peu aux fouilles, cet homme va en fin de journée, alors qu'il fait presque nuit, tomber sur une anse de vase en bronze absolument extraordinaire, avec une tête de Gordon, et il se rend tout de suite compte qu'il vient de trouver quelque chose d'important. Alors, c'est pas tout à fait par hasard qu'il passait par là et qu'il s'est mis à gratter. Hein. En fait, il y avait dès 1929, sur ce site de Vix, puisque c'est le vase de Vix dont il s'agit, il y avait eu des fouilles faites par un érudit local qui s'appelait Jean Lagorgette et qui était un monsieur comme on les aime, un doux rêveur passionné de chasse à escargots, un botaniste qui faisait un peu d'archéologie, qui s'intéressait à plein de choses et qui avait fait des fouilles à cet endroit-là. Il avait trouvé d'ailleurs des tas de petits objets en fer, des fibules et un petit sphinx étrusque datant de 500 ou 600 ans avant Jésus-Christ. Et puis c'est la guerre, Jean Lagorgette va mourir trop tôt d'ailleurs, il a 60 ans, et il ne se passe plus rien pendant la guerre, jusqu'à l'arrivée d'un jeune professeur de philosophie au lycée de Châtillon-sur-Seine. Ce jeune professeur, il s'appelle René Jouffroy, je crois que vous l'avez connu, Philippe. On lui rend hommage aujourd'hui. Là aussi, un monsieur fin, avec des petites lunettes en écaille, l'intello, qui s'intéresse beaucoup à l'archéologie. Il va devenir d'ailleurs président de la Société archéologique de Châtillon-sur-Seine, puis directeur du musée. Et lui va mener des fouilles un peu plus sérieuses à partir de 1947, avec justement cet agriculteur Maurice Moisson. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve qu'il y a eu un tumulus arasé, donc il reste des pierres rapportées, qui ne sont pas des pierres d'origine, et il décide de creuser là en ce début du mois de janvier 1953. Or, il fait froid, il fait nuit assez tôt, il en a assez, et il s'en va, laissant Maurice Moisson tout seul, qui donc va trouver cette anse de vase. Le lendemain, le brave Maurice Moisson va foncer prévenir à 8h du matin le professeur de philo en lui disant venez, j'ai trouvé quelque chose. Mais Maurice Moisson, le professeur de philo, René Jouffroy, accourt jusqu'à midi et donc il ne pourra se rendre sur les lieux qu'en début d'après-midi. Il se rend compte tout de suite de l'importance de la découverte et envoie un télégramme à Paris au directeur des Antiquités nationales en disant « Découverte sensationnelle, venez à Châtillon-sur-Seine dès jeudi ».
Alors le jeudi, effectivement, on va avoir tout le wouzou de l'archéologie qui se retrouve dans le champ de Vix, mais il y a beaucoup d'eau, alors on creuse, mais il y a beaucoup d'eau, il faut faire venir les pompiers de Châtillon-sur-Seine. Avec une pompe, ils vont aspirer cette eau sale et ils vont trouver le couvercle de ce fameux vase, le couvercle cassé. La petite statue qui est sur le couvercle a été détachée. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé une chambre funéraire datant de la dernière époque du fer, donc moins 500 avant Jésus-Christ. Et cette chambre funéraire, qui était construite avec des madriers, s'est effondrée sous le poids du tumulus et sous le poids des ans, bien sûr aussi. Donc le vase gigantesque, hein, 1,63 m de haut, il contient 1100 litres, c'est un cratère, c'est le plus grand vase grec du monde. Ce vase va être complètement ratatiné, écrasé. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le couvercle, on retrouve les anses, on retrouve la frise du col et le pied, mais le reste est en miettes et il est très difficile de se faire une idée de la forme originelle du vase. Les fouilles vont être menées assez vite. Arrêtés, 25 janvier, on ne sait pas trop pourquoi, ils ont trouvé les restes du char, des roues qui avaient été démontées, puisque la princesse de Vix, comme on va l'appeler, la dame de Vix, était allongée sur un char funéraire dont les roues étaient posées contre les murs de la chambre funéraire. Les fouilles reprennent au mois de février et là, on retrouve, alors là, c'est sensationnel, on retrouve le corps, bon, évidemment, qui a beaucoup souffert, hein, et des ans, et de l'écrasement, et de l'eau, et tout ça, et on retrouve sur le crâne de la dame un merveilleux diadème. Sur le moment, on parlera d'un diadème. On pensait que ce diadème en or massif, qui pèse 800 grammes, quelque chose comme ça, finement ciselé, on pensait que ce diadème, sur son crâne, tenait un très beau voile. En fait, avec le mouvement des terrains, et vous savez que quand on enfouit quelque chose, il y a des mouvements de terrain et les choses bougent, ça n'était pas un diadème, c'était un torque, c'est-à-dire un collier autour du cou. Un collier fort lourd d'ailleurs, je ne sais pas comment cette dame faisait pour supporter ça. On trouve aussi beaucoup de bijoux, des fibules, des coupes avec le centre en argent, enfin c'est une découverte absolument formidable. Qu'est-ce qu'on fait quand on a sorti tout ça? Eh bien, figurez-vous, on va le mettre dans une cour de ferme à quelques 2 km de là, où ça va rester pendant plusieurs semaines. Et les gens du coin viennent voir ça et repartent extrêmement déçus en disant bon, tout ce foin pour un vieux chaudron complètement défoncé et rouillé, ça n'a aucun intérêt. Si, ça a de l'intérêt. Alors les gens de Paris disent bon, vous allez nous envoyer les anses et la frise. La frise où on voit des hoplites, la frise qui était remarquablement conservée par rapport au reste. Et René Jouffroy, qui est un homme très, très intelligent et très attaché à cette région, dit non, le vase reste à Châtillon-sur-Seine et il va être restauré ici. Alors, on choisit un expert qui est peut-être pas le meilleur qu'il fallait choisir, qui restaure trop vite. Et surtout, il n'a pas compris la forme du vase. Donc il va essayer par tous les moyens de faire coller à l'idée qu'il a les restes du cratère lui-même. Le cratère, en fait, il est comme ça. Et ce monsieur Hamelin, pour ne pas le nommer, paix à ses cendres, il doit être mort depuis longtemps, lui a une idée totalement différente. Donc il va essayer de couper ce qui lui paraît en trop, de rifter des morceaux. Il fait une espèce de puzzle géant et tant bien que mal, il rajoute des pièces aussi. Enfin, il fait un travail pas scientifique du tout. Et il produit un vase qui tient debout, mais enfin qui est fort loin de la forme originelle. Ce vase va être exposé au Louvre, bon, et avec un intérêt certain, hein, les gens se passionnent. Paris Match va d'ailleurs faire tout un article et va imaginer
imaginer la tête de cette princesse de Vix. Et alors là, c'est quasiment Brigitte Bardot. Hein, on est en plein dans les années Bardot. Et ils imaginent une ravissante blonde, très 1955, avec son beau diadème là, sur la tête. Bon, il y a peu de chances que ça ait été ça. Et le vase revient après cette exposition au Louvre. Il a attiré beaucoup de monde. Et on l'installe dans le musée de Châtillon-sur-Seine, qui était la plus belle maison du village, hein, la maison aux Filardier, si je ne m'abuse. Malheureusement, il passe pas par les escaliers, il passe pas par les portes, donc il faut il faut ouvrir une trappe dans un plafond pour pouvoir monter le vase là où on veut le mettre. Arrivé là, il s'effondre en morceaux parce que les réparations n'ont pas tenu. Heureusement, René Geoffroy, toujours là, va trouver Albert France Lanor, qui est un monsieur remarquable, et qui lui est à l'origine du laboratoire archéologique des métaux à Nancy, au musée lorrain de Nancy. Et là, le vase va enfin être bien restauré de façon très, très soigneuse. Et on connaît enfin la forme de ce vase. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la Dame de Vix? Depuis, on a fait des études, hein, on a pu reconstituer son visage d'après son crâne. Bravo les scientifiques. Déjà, on a prouvé en 1980 que c'était bien une femme, ce qui n'était pas évident. Par contre, elle n'était pas si jeune que ça, elle avait au moins 35 ans, peut-être 40, ce qui était vieux pour l'époque. Et puis, elle n'était peut-être pas aussi jolie que Paris Match l'avait trouvée. On a un moulage reconstitué où elle a quand même des dents un petit peu... bon, elle est moins jolie que ce qu'on pensait. Et en plus, comble de la tristesse, il semblerait qu'elle ait été malade, cette dame, et que le char funéraire, c'était peut-être une chaise roulante en fait, enfin un lit roulant. Donc c'était peut-être une tombe pour handicapés, je ne sais pas, mais en tout cas elle avait manifestement des maladies assez graves, des maladies osseuses assez graves. Peu importe, la Dame de Vix continue à nous faire rêver, son magnifique torque nous fait rêver. Et bravo à l'équipe du musée de Châtillon-sur-Seine qui a fait un travail remarquable et vraiment... Si vous ne savez pas quoi faire le prochain week-end, allez voir le vase de Vix, c'est le plus beau et le plus grand du monde. Et bravo à René Geoffroy et bravo à Maurice Moisson, ils ont fait du bon boulot. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Frédéric Lemoal, qui est professeur d'histoire à l'Institut Albert Delgrand à Angers et qui est un spécialiste de l'histoire contemporaine des Balkans et de l'Italie. Il publiera prochainement aux éditions Perrin une biographie du roi d'Italie Victor Emmanuel III, mais il a d'ores et déjà publié un ouvrage aux éditions Soteca, La Serbie, de 1914 à 1918, du martyr à la victoire, et ainsi qu'un autre ouvrage aux mêmes éditions consacré au front yougoslave pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi ai-je invité aujourd'hui le professeur Lemoal? Eh bien c'est pour revenir sur un épisode qui a occupé la une des journaux ces dernières semaines, c'est-à-dire l'attentat de Sarajevo, avec ses diverses conséquences. Il a entraîné, on le sait, ce qui va devenir la Première Guerre mondiale. Il est donc, étant donné les conséquences calamiteuses qu'a eu cet épisode, tout à fait légitime de s'interroger sur la manière dont tout cela est intervenu et surtout sur ce qui a suivi, et notamment sur la Serbie, ce petit pays qui va être en quelque sorte à l'origine de la catastrophe du fait que l'assassin de l'archiduc François Ferdinand était un jeune nationaliste serbe. Alors, professeur Lemoal, d'abord, il serait utile, je pense, pour nos téléspectateurs, de revenir sur le déroulement même de l'événement en ce 28 juin 1914. Dans quelles conditions intervient cet attentat, et nous le savons, avec une part d'imprévu
tout à fait extraordinaire quant à la manière dont se sont déroulés les faits. Alors effectivement, cette journée tragique pour l'Europe s'est déroulée dans des conditions absolument ubuesques, avec un concours de circonstances qui a entraîné la réussite de l'attentat absolument incroyable. Sur le papier, effectivement, cet attentat avait peu de chances de réussir, parce que les terroristes qui ont été recrutés pour assassiner l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, en fait sont de jeunes têtes brûlées, très inexpérimentés, déstructurés socialement, qui ont reçu un entraînement quand même assez sommaire pour préparer l'attentat. Donc ils ont profité effectivement d'un concours de circonstances assez incroyable. Donc il y a 2 cellules de terroristes qui ont été mises en place. La première, à laquelle appartient celui qui va réussir l'attentat, qui est Gavrilo Princip. Donc 2 cellules dont les membres ont été répartis tout le long du cortège que doit emprunter François Ferdinand, ainsi que son épouse, qui l'a accompagné dans ce voyage dont l'occasion était des manœuvres militaires en Bosnie et Herzégovine. Alors ils arrivent donc le 28 juin 1914 à Sarajevo, capitale de la Bosnie et Herzégovine. Alors dans une date, c'est vrai, qui avait de quoi exaspérer le nationalisme serbe, puisque c'est le 28 juin que les Serbes commémorent une grande défaite qui a eu lieu en 1389 contre les Turcs, qui a marqué la fin du royaume serbe du Moyen-Âge. Mais en même temps, cette date, elle n'intervient pas le même jour, selon que son situe dans le calendrier orthodoxe et dans le calendrier grégorien occidental. C'est la raison pour laquelle il n'y avait sans doute aucune idée de provocation de la part de l'Autriche-Hongrie pour choisir cette date. Mais ça a été perçu. Mais ça a été perçu, évidemment. Manière. Ce qui est le plus important, c'est la manière dont ça a été perçu, comme une insupportable provocation. D'autant plus que les manœuvres militaires qui avaient lieu en Bosnie et Herzégovine pouvaient aussi être interprétées comme un prélude à une possible attaque contre la Serbie, en tout cas ainsi que certains l'ont interprété. Donc il n'y avait pas effectivement d'idée de provocation, mais il se trouve à Sarajevo le 28 juin, au cœur de cette Bosnie et Herzégovine multiethnique, à l'époque majoritairement peuplée de Serbes, et qui est une province qui a été annexée en 1908 par l'Autriche-Hongrie, et en même temps revendiquée par la Serbie, pour réaliser le projet, ce qu'on appelle le projet Grand Serbe, c'est-à-dire ce projet de réunification de l'ensemble des Serbes. On est donc là dans une situation, il est vrai, assez explosive, d'autant plus que l'archiduc est une cible. Pourquoi ? Parce qu'il a un projet de réforme de l'Empire, c'est-à-dire que passer d'un empire dualiste, c'est-à-dire partagé entre Autrichiens et Hongrois, à un empire trialiste, c'est-à-dire un empire dans lequel on laisserait de la place aux Slaves, du nord et du sud, qui seraient ainsi mieux intégrés à la structure de l'Empire. Et évidemment, c'est un projet qui constitue un obstacle à la réalisation du projet Grand Serbe. Et un projet qui inquiète aussi la partie hongroise. Le comte Tisza, notamment en Hongrie, ne souhaite pas voir mise en œuvre cette attitude plus libérale vis-à-vis des Slaves, puisque les Hongrois contrôlent une bonne partie des populations slaves de l'Empire. Notamment les Slaves du Sud, avec les Croates, les Slovènes. Notamment les Slaves du Sud. Et puis l'état-major aussi autrichien, Konrad von Zendorf, qui ne s'entend pas avec l'archiduc et qui lui ne voit pas d'un bon œil non plus ces projets de réforme, je crois. Absolument pas, d'autant plus que lui serait plutôt dans l'optique de la guerre préventive, c'est-à-dire qu'il considère que l'Autriche-Hongrie est environnée d'ennemis, dont les Serbes font partie, mais également les Italiens. Et à plusieurs reprises, il a avancé l'idée de guerre préventive, notamment contre la Serbie, au moment des guerres balkaniques, en 1913 plus exactement, et
Et il s'est heurté au refus du vénérable empereur François-Joseph, mais aussi de François Ferdinand. C'est ça qui est paradoxal, c'est que François Ferdinand, à beaucoup d'égards, en 1914, au niveau du pouvoir autrichien, il fait partie de ceux qui sont favorables au maintien de la paix. Exactement, d'autant plus qu'il espère pouvoir réconcilier les empires centraux, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, avec la Russie. Oui. C'est son grand projet de politique étrangère qu'il espère mettre en œuvre une fois qu'il serait monté sur le trône, et il fait d'ailleurs un peu preuve d'impatience à monter sur le trône. Enfin, c'est un homme qui est bien préparé à prendre les rênes du pouvoir. Donc, fondamentalement, on ne peut pas en faire un ennemi de la Serbie ou du slavisme en général. Pas du tout. Bon. Il n'empêche que voilà, il est considéré comme une cible, et il arrive le 28 juin avec son épouse. Il monte dans une voiture découverte. Et le cortège se met en route. Il y a dans la voiture avec lui le général Potiorek, qui est le gouverneur militaire de Bosnie-Herzégovine, ainsi que le propriétaire donc, de la voiture, un aristocrate. Et puis le cortège donc, se met en route et longe donc, la rivière qui traverse Sarajevo, longe le quai, et là il y a une première tentative qui est faite par un complice de Princip, Gabrinovic, qui lance une première bombe. Il commet l'erreur, après avoir cassé sur un Weber le système qui déclenche la bombe, de ne pas avoir attendu quelques secondes. Donc en fait, il la lance trop tôt. La voiture de l'archiduc passe et la bombe explose après que la voiture est passée et blesse la seconde voiture. Explose devant la seconde voiture et blesse un aide de camp du général Potiorek. Alors ça c'est important parce que ça va définir la suite de la journée. Le cortège donc continue sa route. Tous les autres terroristes qui sont présents n'osent pas passer à l'attaque, ils n'ont pas vraiment le cran, si j'ose dire, d'aller jusqu'au bout de leur projet. Même Gavrilo Princip, qui s'était placé un peu plus loin et qui a entendu l'explosion pensant que l'attentat avait réussi, voit passer les voitures devant lui et ne fait rien. Le cortège arrive à l'hôtel de ville. Alors, François Ferdinand, qui est un caractère un peu explosif, est absolument hors de lui. Il arrive à l'hôtel de ville. Le maire de Sarajevo commence un discours de bienvenue qui ne correspond plus tellement à la situation. L'archiduc éructe véritablement. Son épouse, qui est toujours là pour le calmer, réussit à quelque peu l'apaiser. Mais c'est un homme, si vous voulez, qui sent le danger sur lui, puis surtout sur son épouse. C'est un couple très uni. Donc, premier attentat perturbe tout. On ne sait plus quoi faire. Est-ce qu'il faut faire venir des troupes pour protéger l'archiduc ? Le général Potiorek écarte cette hypothèse qui pourrait avoir des incidences sur les relations avec la population locale. Finalement, on décide il faut exfiltrer, si j'ose dire, l'archiduc et l'éloigner de la ville. Mais avant de partir, François Ferdinand tient absolument à aller voir le militaire qui a été blessé et qui est soigné dans un hôpital. Donc, le cortège se remet en route avec un changement d'itinéraire dont on n'a pas prévenu les chauffeurs du cortège. Et donc, lorsque le cortège se remet en route, au lieu de continuer sur le quai, la première voiture du cortège entre dans une autre avenue, qui est l'avenue François-Joseph, et la seconde voiture, qui est celle de l'archiduc, voyant que la première tournait, l'a suivie. Le général Potiorek, qui voit la fausse manœuvre, ordonne au chauffeur d'arrêter en disant mais c'est pas par là, il faut continuer à suivre le quai. La voiture donc s'arrête. Cette époque, il n'y a pas des marches arrière efficaces. Donc il faut faire une manœuvre un peu compliquée. Or, les circonstances ont voulu que Gavrilo Princip se trouvera exactement à cet endroit. Donc l'archiduc, la voiture de l'archiduc découverte est exactement devant lui. Il ne peut pas manquer sa cible. Il n'utilise pas la bombe, il utilise son revolver. Il a hésité une demi-seconde quand il a vu l'archiduchesse qui accompagnait son mari. Et puis il tire et il tue l'archiduc
et également l'archiduchesse Sophie, profitant vraiment d'une situation absolument incroyable. Donc cet attentat qui a décidé du sort de l'Europe, vraiment s'est joué sur une fausse manœuvre. Concours de circonstances tout à fait imprévues et imprévisibles. Alors, on sait les conséquences politiques de cette affaire viennent évidemment quand on constate les liens entre les terroristes et la Serbie, entend châtier la Serbie, pour reprendre l'expression utilisée. Quelle est la situation politique à ce moment-là du royaume serbe à l'été de 1914, au moment où débute l'été de 1914? Alors il y a deux aspects dans cette situation, un aspect externe et un aspect interne. D'ailleurs, tout est lié, les deux sont liés. L'aspect externe, c'est que la Serbie sort victorieuse des deux guerres balkaniques de 1912-1913. Elle a remporté un certain nombre de victoires militaires, des hauts faits d'armes, qui ont impressionné favorablement notamment l'armée française, qui suit ça de près. Elle a donc acquis des territoires, notamment en Macédoine, au détriment de l'Empire ottoman. Elle a récupéré le Kosovo. Elle a récupéré le mythique terre sacrée de la Serbie médiévale. Des Serbes, exactement. Donc une population qui a doublé, un territoire qui a été également augmenté. Donc un pays vraiment qui est dans un processus d'affirmation de sa puissance territoriale, certes d'un point de vue régional, mais d'affirmation. Mais qui n'a pas pu accéder à l'Adriatique parce que les Autrichiens et les Italiens ont mis en avant la création de l'Albanie pour empêcher cette puissance slave émergente d'avoir une fenêtre sur l'Adriatique. D'un côté, élargissement au sud, mais blocage à l'ouest sur l'Adriatique par la création, comme vous venez de le dire en effet, de l'Albanie. Et puis reste évidemment l'Empire austro-hongrois qui bloque toute expansion et la Bosnie qui fait figure d'Alsace-Lorraine pour les Serbes. L'image est tout à fait véridique. Donc un pays qui s'est affirmé, mais qui doit en quelque sorte digérer ses conquêtes, et puis maintenant gérer la province qui vient d'être acquise, qui est la Macédoine. Alors c'est là où le problème interne surgit. La vie politique serbe se caractérise depuis 1903 et l'arrivée de la dynastie des Karađorđević par un conflit qui oppose le pouvoir civil et le pouvoir militaire. Le pouvoir civil est incarné par le roi Pierre, un ancien Saint-Syrien, et la grande figure politique de la Serbie de cette époque est Nikola Pasić, plusieurs fois Premier ministre, et il l'est d'ailleurs en 1914. Et à côté de ce pouvoir civil, nous avons un pouvoir militaire. L'armée est assez forte et surtout l'armée se considère comme la gardienne de la nation serbe et a un peu tendance à toujours se méfier du pouvoir civil qui serait toujours un peu tenté de ne pas défendre comme il faudrait les intérêts de la Serbie. Au cœur de ce pouvoir militaire, on a un certain nombre d'officiers, dont le plus connu qui est le chef des services secrets de l'armée, le colonel Dimitrijević, que l'on connaît sous son surnom d'Apis, et qui a été à l'origine du coup d'État de 1903, qui a renversé la dynastie pro-autrichienne des Obrenović, avec une certaine violence quand même. Oui. Et qui, depuis, veille scrupuleusement à ce que le pouvoir civil soit bien dans la ligne de la défense de la nation serbe. Et bien sûr, au cœur de tout cela, on a cette fameuse association secrète, bien connue, qui est la Main Noire, qui a été fondée en 1911. Attention, je précise immédiatement que la Main Noire n'est pas directement responsable de l'attentat dont nous venons de parler, car à l'origine, l'idée vient d'une autre association nationaliste serbe qui s'appelle Jeune Bosnie et qui, comme son nom l'indique, est originaire de Bosnie-Herzégovine. Et la plupart des terroristes viennent de cette association. Donc on peut sans doute considérer que l'association de Jeune Bosnie est davantage responsable de l'attentat que la Main Noire.
Mais il y a eu des liens qui se sont créés, puisque la jeune Bosnie avait besoin d'une logistique que seule la main noire, qui avait infiltré l'appareil d'État et surtout l'appareil militaire, était seule capable de lui donner. Donc on est dans une compétition qui est très forte et qui se cristallise en 1914 sur un problème assez complexe qui est la gestion de la Macédoine récemment conquise. Est-ce qu'elle doit être immédiatement intégrée comme n'importe quelle province serbe ou alors est-ce qu'elle doit encore être gouvernée par les militaires? Il y a un conflit autour de cette question, un conflit assez violent et qui est tranché par la mise un peu à l'écart du roi Pierre qui confie le pouvoir à son fils Alexandre, qu'on appelle désormais le prince régent Alexandre, très très hostile à la main noire et à Apis, ainsi que Pasic, qui dissout l'Assemblée nationale serbe pour des élections prévues le 14 août 1914. Voilà un pays qui est en pleine période électorale et dont le gouvernement officiel, on imagine mal qu'il s'engage dans une affaire comme l'assassinat de l'héritier d'Autriche-Hongrie. C'est pour ça qu'on peut, sans erreur, considérer que le gouvernement serbe, je dis bien le gouvernement, n'est pas impliqué n'est pas concerné. Parce que, comme je l'ai dit, il faut digérer les conquêtes. Il y a eu quand même 2 guerres balkaniques difficiles. On est en pleine campagne électorale. Et puis, le chef d'état-major serbe, le voïvode Putnik, au moment de la crise, n'est pas en Serbie. Il prend les eaux, je vous laisse deviner où, en Autriche. Hongrie, au moment de la déclaration de guerre du 28 juillet. Il est encore en Autriche et il doit rentrer précipitamment pour faire la guerre aux Autrichiens. Pour la petite histoire, d'ailleurs, Moltke, le patron de l'armée allemande, rentre lui aussi d'être allé prendre les eaux. Je crois que c'est aussi le 28 juillet. Donc ça montre à quel point les milieux dirigeants ont été quand même tout à fait surpris de la tournure que prend la crise. Tout à fait. Donc on a un pays, d'autant plus, je rajoute un point, c'est que l'armée serbe se trouve dans le sud, justement, puisque c'est là où ont eu lieu les combats pendant les guerres balkaniques, et elle n'est pas à la frontière. Et puis pour faire face à l'ennemi bulgare qui a été vaincu en 1913, dans la Deuxième Guerre. Exactement. Donc vraiment, on peut considérer que le pouvoir serbe s'est laissé prendre de court par l'attentat. Et d'ailleurs, on sait que lorsque Pasic a appris que des terroristes passaient la frontière entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, il a actionné tous ces réseaux pour essayer d'empêcher la réalisation de l'attentat. Mais comme la main noire est infiltrée un peu partout, ça bloque un peu de tous les côtés. Et alors on a aussi, je crois, un témoignage d'un représentant serbe en Autriche, je ne sais plus lequel, qui signale aux Autrichiens qu'il y a un danger, qu'il y a une menace, sans plus de précision, pesant sur l'archiduc héritier. On ne dit pas l'ambassadeur, mais on dit le ministre de Serbie à Vienne, qui a un entretien avec le ministre des Finances autrichien et qui le prévient des menaces d'attentat qui pèsent sur l'archiduc. Et puis, le ministre autrichien ne prend pas ça à la légère, mais enfin, il considère que ce n'est pas une nouvelle suffisamment crédible pour la prendre au sérieux. Oui, d'autant que ce fameux dimanche 28 juin, François Ferdinand et son épouse Sophie sont bien accueillis à Sarajevo par la foule. Exactement. Ils ont d'ailleurs fait la veille une petite visite incognito au marché de Sarajevo. C'est très bien passé. Donc il n'y a pas véritablement vraiment d'hostilité. Et d'ailleurs, juste après l'attentat, il y aura des mouvements de foule anti-serbes à Sarajevo, des magasins serbes qui seront pillés, des maisons serbes qui seront également pillées, des Serbes qui seront molestés. Donc on a une réaction très forte de la population de Sarajevo contre la communauté serbe qui est accusée d'être responsable de l'attentat. Et pour en revenir alors à Dimitrijević, au fameux colonel Apis, il y a un de ses adjoints ou un de ses subordonnés, le major Tanković, qui lui, semble-t-il, a joué un rôle, a été en contact avec l'équipe de Jeune Bosnie. C'est lui qui sert de lien entre Jeune Bosnie et la main noire. C'est lui qui entraînera
à Belgrade, les membres de la cellule, qui leur fournira des armes qui ont été prises dans un arsenal de l'armée serbe. Donc, très probablement, Dimitrievitch n'est pas la tête pensante. A sans doute, à mon avis, un rôle qui a peut-être été surestimé. Bien sûr, il est au courant, bien sûr, il laisse faire. Alors, évidemment, dans ce genre d'histoire, il n'y a pas de documents. Quand on prépare un attentat, par définition, on ne laisse pas des documents signés en 3 exemplaires dans les archives. Et si documents il y a, ils sont détruits très, très rapidement. Donc, en tant qu'historien, on ne peut pas affirmer que Dimitrievitch est la tête pensante de l'attentat, tout simplement parce qu'on n'a pas de preuves écrites. Donc, il faut avoir beaucoup de prudence. Du coup, on échafaude des hypothèses. Oui. Est-ce qu'il espérait impressionner l'archiduc par un attentat qui avait toutes les chances d'être manqué, de rater, parce que vraiment on avait fait rater sa amateur. Et voilà, c'est ça qui pose question dans cette histoire. C'est comment des militaires, des officiers aguerris, qui ne sont pas des moineaux tombés de leur nid, ont-ils pu choisir des gamins aussi inexpérimentés? Ils sont très jeunes, ils ont entre 17 et 19 ans. Beaucoup sauveront leur peau d'ailleurs parce qu'ils sont mineurs. Ils sont trop jeunes, voilà, on ne pourra pas les fusiller parce qu'ils étaient trop jeunes. Donc voilà, c'est une question vraiment très, très importante, c'est pourquoi avoir recruté de tels bras cassés, si je veux dire. Donc, à partir de ça, on peut imaginer peut-être qu'il espérait que l'attentat allait rater, que ça impressionnerait suffisamment l'archiduc pour qu'il renonce à ses projets trialistes, dont nous avons parlé au début de l'entretien, que ça impressionnerait les faucons de Vienne, qui pourraient penser qu'on n'a pas intérêt à attaquer la Serbie. Voilà, on peut imaginer, en effet, tout un tas Oui, alors l'imagination galope d'autant plus qu'ensuite, en 1917, Dimitrievitch va être liquidé à Salonique à la suite d'un procès plus qu'expéditif, je crois. Tout à fait, oui. Et comme si on avait voulu en quelque sorte le faire taire ou faire disparaître un acteur important de la crise de juillet 14. Effectivement, en politique, les morts c'est pratique, ça ne parle pas, voilà. Tout le monde le sait. Alors effectivement, en 1917, en fait, c'est le grand règlement du conflit dont j'ai parlé, du conflit qui oppose le pouvoir politique et le pouvoir militaire. Il y a en 1917 une alliance qui se fait entre Nicolas Pašić, président du Conseil, et le prince régent Alexandre, comme je l'ai dit, très hostile à la main noire. Il est d'ailleurs entouré d'un groupe d'officiers qui s'appelle la Main Blanche, en opposition précédente. Et donc, c'est les deux têtes de l'exécutif, les deux têtes politiques, en fait, s'allient pour se débarrasser de Dimitrievitch. Dans un procès, sous l'accusation de vouloir porter atteinte au pouvoir politique, de vouloir porter atteinte à la vie du prince Alexandre, et pour son implication dans l'attentat de Sarajevo. Il y a d'ailleurs des aveux qui ont été faits. On lui a reproché en 1917 précisément son éventuelle intervention dans l'attentat de Sarajevo. Tout à fait. Et il y a des aveux qui ont été faits. Alors, très probablement, est-ce qu'ils sont vraiment sincères ou pas? Est-ce qu'ils cherchent à couvrir? Est-ce qu'il espérait au contraire sauver sa peau en reconnaissant ce qu'on voulait qu'il reconnût ça? Bon, là aussi, il y a pas mal de questions. L'hypothèse que je formule, c'est que tout cela est lié au contexte de la guerre. On est en 1917, la guerre pourrait s'arrêter. En 1917, il y a beaucoup de pourparlers secrets, les peuples sont fatigués. Donc, si la guerre venait à s'arrêter à ce moment-là, on se retrouverait avec une Autriche-Hongrie maintenue. Et donc, la Serbie aurait toujours son grand voisin au nord. Et donc, le pouvoir politique n'aurait sans doute pas tellement intérêt à avoir toujours à ses côtés les gens qui ont trempé dans l'attentat de Sarajevo. Donc, il fallait les liquider. Dans l'éventualité d'une restauration de la carte européenne, un peu identique à celle de 1914.
Donc je pense que ce sont ces deux éléments qui ont joué, qui ont précipité la chute Dimitrievitch. Oui. Alors que peut-on dire des liens éventuels de ces services serbes avec la Russie ? Car on voit bien, par exemple en 1903, où Dimitrievitch joue un rôle décisif dans l'assassinat du prince Alexandre Obrenović, du roi Alexandre Obrenović et de sa femme, c'est dans l'intérêt de la Russie. Alexandre Obrenović était plutôt favorable à un rapprochement avec l'Autriche ou à une coexistence pacifique avec l'Autriche, alors que la dynastie Karageorgévitch est très francophile, très pro-russe. Bon, donc on voit déjà le rôle que peut jouer la Dimitrievitch. On a ensuite mis en cause l'attaché militaire russe à Belgrade, le colonel Artamanov, comme un éventuel agent d'influence qui aurait poussé les Serbes dans cette affaire, parce que la Russie avait une revanche à prendre, parce qu'en 1908, quand la Bosnie-Herzégovine avait été annexée par l'Autriche, la Russie s'était de fait sentie humiliée par cet état de fait, en quelque sorte. La Russie, à l'époque, défaite contre le Japon, révolution de 1905, qui ne pouvait rien faire. Quel est votre sentiment à ce sujet sur une éventuelle implication, même indirecte, d'un certain clan revanchard ou belliciste russe dans cette affaire ? Je rajouterai un autre personnage à la liste dont le ministre russe à Belgrade, en effet, c'est qui meurt pendant la crise d'ailleurs. Oui. Voilà, tout à fait, c'est le ministre russe, donc le représentant du gouvernement du tsar à Belgrade, Hartwig, qui lui a vraiment joué sans doute un rôle, dans le sens où il épouse vraiment les thèses serbes, et où il appartient à ce courant qui veut faire de la Serbie vraiment l'instrument de la politique russe. Il y a de la part de la Russie une volonté de s'implanter dans les Balkans, d'établir son influence sur les Balkans en se servant donc de tous les États balkaniques. C'est d'ailleurs la Russie qui a patronné la fameuse Ligue balkanique de 1912, c'est-à-dire cette alliance des États balkaniques contre l'Empire ottoman. Russie très présente au Monténégro aussi. Très présente au Monténégro. D'ailleurs, le roi de Monténégro marie ses filles à des grands-ducs. Donc il y a vraiment des liens très dynastiques qui comptent encore beaucoup à cette époque. Qui retrouve Poincaré d'ailleurs pendant son voyage en Russie en juillet 14. Poincaré rencontre justement les filles du roi du Monténégro qui sont des bellicistes farouches. Exactement. Le plan de la Russie étant de mettre les Balkans sous son influence, avec toujours ce grand rêve de Constantinople. Et ça joue un rôle dans le déclenchement de la guerre. Donc il y a de la part de la Russie très vite des assurances qui sont données à Belgrade, selon lesquels, en cas de guerre, en cas d'agression austro-hongroise, il y aurait un secours russe de la part de Saint-Pétersbourg. Alors, jusqu'où c'est allé, il faut être un peu plus prudent. Très probablement, le ministre russe à Belgrade est peut-être allé un peu plus loin que les instructions du gouvernement, parce que le pouvoir à Saint-Pétersbourg est quand même divisé sur qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a le tsar, il y a le ministre des Affaires étrangères Sazonov, il y a l'état-major. Donc, il y a quand même plusieurs options sur la table. C'est une question, donc, on le voit, qui reste tout à fait ouverte. Le rôle éventuel de la Russie dans cet attentat de Sarajevo. Vous retrouverez un article de Frédéric Lemoal dans le numéro hors série de la Nouvelle Revue d'Histoire consacré au déclenchement de la guerre de 1914, numéro qui est actuellement en kiosque sous le titre Été 14, pourquoi le suicide de l'Europe. Merci Frédéric Lemoal. C'est moi qui vous remercie.